Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans un one-shot chez Coup Critique. Ça fait quand même assez longtemps qu'on n'en a pas fait un, mais je pense que octobre nourrit notre créativité Mmh. en ce sens. Il y en a plusieurs qui s'en viennent. Il y a les Vals, bien entendu, là, qui ont été assez productives ce mois-ci, toujours en lien avec Halloween, mais quand même one shot avec des membres de Coup Critique, ça faisait un petit moment. En fait, je suis même pas sûre que je suis capable de nommer le dernier one shot qu'on a Je fait. pense que c'est le tien. Et là là, hein, donc oui, hein, je suis là pour ça, moi. Car ce soir, oui, c'est moi qui porterai le chapeau de la maîtresse de jeu. On OK, m'appellera la maîtresse des lieux ce soir. C'est comme ça OK. qu'on appelle le maître de jeu dans le jeu Bedlam Hall. Donc, c'est à ça qu'on joue ce soir. Jeu qui a été présenté par Pépé dans sa critique, en fait, dans son top 10 des meilleurs PTBA. Donc, voilà. Et ça m'a donné le goût, quand j'ai écouté sa critique, de découvrir ce jeu. J'ai acheté le jeu et je suis tombée en amour avec celui-ci. Donc, ce soir, nous allons nous prêter à l'exercice de faire un one-shot dans ce jeu. Petite mise en contexte du jeu, c'est un jeu d'horreur, disons-le ainsi. Hein? Donc, il y aura, oui, sans surprise. Donc, il y aura des thématiques qui seront abordées qui vont être horrifiques, notamment tout ce qui implique de la violence graphique, meurtre, possible mention de suicide, certains sujets en rapport avec la maternité, donc possiblement des fantômes, des trucs un peu plus spooky. Donc si jamais ce sont des thèmes auxquels vous êtes sensible et qui vous rendent mal à l'aise, inconfortable, on vous invite à aller écouter un autre de nos one-shots ou de nos campagnes, mini-campagnes. On fait des choses heureuses aussi chez Coup Critique, mais on aimait mieux vous prévenir. Ouais, pas nécessairement quand c'est Félix qui anime, mais il y en a d'autres. Donc, voilà, on veut juste que vous soyez en sécurité, que vous vous sentiez bien, parce que ce soir, les joueurs ne risquent pas de se sentir bien. Le but de cette partie, c'est de vivre parmi une famille étrange. Tous les joueurs ce soir seront serviteurs de cette famille, la famille Blackwood. Pour l'ambiance, vous pouvez penser à la famille Adams. Je me suis vraiment inspirée de ça, à l'univers de Tim Burton également. Donc, on va se retrouver dans un manoir londonien au début du 20e siècle et nous allons vivre finalement le quotidien d'Archibald, qui sera joué par Pierre-Philippe. Ah oui, Bonsoir, je ne vous ai même pas vraiment salué. Je suis pas grave. partie dans un grand Margaret Smith, qui sera jouée par Kim, et Peterman Jones, qui sera joué par Félix-Antoine. Bonsoir. Bonsoir. J'étais sûr les personnes présentes, j'étais sûr qu'on jouait à Kids on Broom, j'étais prêt, là. Oh non. J'aimerais ça devenir invisible. Si on joue sur les fantômes. Seigneur. C'est un peu plus joyeux quand même. Donc, c'est la première fois que tout le monde ici joue à ce jeu. Donc, il est possible qu'on fasse des petites bévues au niveau du système, qu'on se pose des questions, qu'on ait besoin d'aller dans le livre. Nous sommes en train d'apprendre. N'hésitez pas, si vous êtes un féru de ce jeu et que vous connaissez tout, à nous dire en commentaire qu'on n'a pas bien fait ça, ou au contraire, à nous dire qu'on a vraiment bien fait ça. On aime ça aussi, l'amour. Même si ce soir, ça ne fera pas partie des valeurs que nous allons mettre de l'avant. Donc, est-ce que vous êtes prêts et prêtes, mes joueurs, à vous glisser dans la partie que j'ai appelée au service des Blackwood, un repas important? Absolument. On te suit, maîtresse des lieux. J'aimerais que vous utilisiez le pouvoir de votre imagination pour me voir, moi, la maîtresse des lieux, en ce soir d'octobre, assise dans une immense bibliothèque où seule règne la noirceur et la chaleur projetée par un feu de foyer. Et je me lève pour faire pianoter mes doigts sur une rangée de bouquins à l'allure vieillie, mais dont l'aspect importe peu. C'est tout ce qu'ils renferment qui compte. Et soudain,
ma main s'arrête sur un ouvrage à la couverture bleu foncé d'un ciel d'hiver. Il semble lourd alors que je le pose sur ma poitrine et que je le transporte en regagnant ma place dans le fauteuil capitonné. Je pose le livre sur mes genoux et téléspectateurs, téléspectatrices, joueurs et joueuses, vous plongez avec moi dans les premières pages qui s'ouvrent sur une cour immense, donnant à voir un manoir, tout ce qu'il y a de plus victorien, bien que tout semble à sa place. L'aura qui se dégage des lieux n'a rien de rassurant ou de chaleureux. C'est plutôt une ambiance sinistre et glaciale qui est omniprésente, ne serait-ce que à la vue de ces étranges cèdres taillés dans des formes difficiles à reconnaître à vol d'oiseau ou cette absence de vie sur le gigantisme de cet espace. Mais nous ne nous attarderons pas trop à l'extérieur car tout ce qui se retrouve hors du manoir des Blackwood est au-delà d'une sûreté certaine. Entrons plutôt, alors que le jour se lève, afin de rencontrer les petits soldats qui se réveillent un peu avant l'aube pour servir le plus loyalement possible la famille Blackwood. Nous sommes donc un matin de semaine, en fin de semaine en fait, probablement un jeudi ou un vendredi, et vous vous levez à l'aube, probablement certains avant d'autres, pour commencer à effectuer les tâches qui vous sont finalement attribuées. Tâches que vous faites au quotidien. Vous habitez le manoir Blackwood. Vous avez accès à certaines pièces pour effectuer vos tâches, mais la plupart du temps, vous vivez au sous-sol du manoir des Blackwood. Donc, le manoir est fait d'un rez-de-chaussée où vous avez parfois accès lorsque vous devez justement faire vos devoirs. Le deuxième étage n'inclut que les chambres de la famille et une salle de bain. Et le sous-sol sont vos appartements. Nous allons découvrir le manoir peu à peu à travers vos yeux, dans vos déplacements, au cours de la journée qui sera ce one-shot. Qui, selon vous, entre Archibald, le majordome, Margaret, la cuisinière, ou Bitterman, le chauffeur des Blackwood, se réveille en premier? Oh, Archibald et Margaret sont déjà en train de vouloir se taper dans le dos. Moi, j'allais dire moi parce que, en fait, Margaret se lève toujours avant le lever du soleil pour faire tout ce qui est pain, pour la consommation de la journée, les viennoiseries du déjeuner, tout ça. Donc, le temps qu'il faut que ça lève, tu sais, j'ai pas le choix de me lever très, très, très tôt pour aller m'affairer aux cuisines pour partir les longues préparations des repas pour la journée. D'accord. Je vais tenir pour acquis que Margaret, tu es réveillée, évidemment, pour justement prendre de l'avance. Mais Archibald aussi, tu es réveillée. Et Margaret, probablement que tu seras surprise ou étonnée de voir qu'Archibald est également levé à l'aube. Mais avant qu'on s'engage déjà dans les soupçons, Margaret Smith, peux-tu nous décrire ton personnage et surtout l'endroit où tu te trouves, à savoir les cuisines? J'ai laissé dans mon document un vide pour que tu puisses toi-même nous décrire de quoi a l'air la cuisine du sous-sol du manoir des Blackwood au niveau, disons, esthétique. Premièrement, donc Margaret Smith, femme d'un certain âge, donc 59 ans, elle a travaillé toute sa vie adulte et même plus pour la famille Blackwood. Femme de bonne carrure, il le faut. Elle travaille aux cuisines, elle transporte autant des grosses pièces de viande que des sacs de farine pesante, que de grands chaudrons et de grands plats. Donc, femme quand même assez bâtie, mais avec un visage toujours très rouge, avec la vapeur qui sort des fourneaux, avec les chaudrons qui bouent tout le temps. Donc, elle a quand même tout le temps sur les veines, des petites veines, sur les joues, pardon, des petites veines crévassées.
puis une rosacée, dans le fond, qui est constante sur ses pommettes. Elle fait de son mieux. Le matin, c'est pas si pire. Elle est propre, mais elle change de tablier fréquemment au cours de la journée. Là. Elle essaie de rester propre, mais c'est très difficile. Et elle est là, dans la cuisine, un peu bourrue, à pétrir le pain pour toute la journée. Puis la cuisine montée, mais c'est comme une cuisine mur en tu sais, plâtre qui se détache un peu, un grand comptoir de boucher en plein milieu, des vieux fourneaux, des fourneaux au gaz. Je pense pas que ce soit si vieux que ça, parce que la famille est quand même, je vais dire, bien équipée pour être capable de leur faire à manger. Et donc, plusieurs longs fourneaux au gaz et des réfrigérateurs sur blocs de glace, là, qu'on prend des grosses pinces, et quand même quelques monte-charge pour monter la nourriture à l'étage. Excellent. Je vais ajouter quelques informations par rapport à cette cuisine. Il y a une chambre froide qui est anormalement gigantesque. Elle est extrêmement grosse, cette chambre froide. Et la famille Blackwood a quand même pas mal de réserves de viande qui est étalée là. Un peu encore sous forme de corps. On peut quasiment reconnaître les animaux qui sont un peu pendus dans la chambre froide. Et depuis que tu travailles là, Margaret, ça fait quand même assez longtemps, plusieurs années, les bris de la chambre froide sont constants. La chambre froide est toujours en train de se faire réparer, ce qui occasionne parfois des odeurs plus ou moins agréables parce que ça peut prendre un certain temps avant que la famille Blackwood s'en rende compte et toi-même parce que, bon, c'est tellement froid qu'avant qu'on se rende compte qu'on a quand même baissé, la viande a le temps un peu de pourrir. Et cette odeur de putréfaction imprègne ta cuisine. Et peu importe le nombre de fois que la femme de ménage est venue pour essayer de faire disparaître cette odeur, il y a toujours quelque chose qui reste. Et pendant que tu cuisines et que tu tentes justement de sentir les bonnes odeurs de tes mets, il y a toujours cette petit parfum de mort qui reste dans les lieux. Autre fait intéressant, depuis que tu travailles là, la cuisine comporte, et c'est historique dans l'histoire du manoir des Blackwood, 7 couteaux, ni plus ni moins. C'est ainsi depuis des générations. Il y a toujours eu 7 couteaux dans la cuisine. Ils n'en sont pas sortis et il t'a été strictement recommandé de ne pas les déplacer ailleurs que dans la cuisine qui est au sous-sol. Donc, tu es en train de préparer le pain. Oui. Pour... je vais juste demander dans ma routine matinale, est-ce que je vérifierai quand même si les 7 couteaux sont bien présents ce matin? Oui, les Parfait. 7 couteaux sont là. Et si tu veux, je t'inviterai à faire le premier jet de la partie. Et il s'agit de la compétence. Je vais la traduire ici. On va essayer de mettre tout ça en français. Malheureusement, le jeu n'existe pas en français, si je ne me trompe pas. Ça serait quelque chose comme « tout est à sa place ». Et dans le fond, c'est comme quand on prend le temps de scanner une pièce. Oui. Ça va être un jet de 2d6 plus étiquette. Ça se passera pas. C'est... Non. J'ai 3 moins 1, si je ne me trompe pas. Oui, donc ça fait 2. 2? OK. Oui. Donc, à ce moment-là, non, effectivement, pour toi, tout semble être en ordre. Les 7, là, tu n'hallucines pas, là, les 7 couteaux sont vraiment là. Et la cuisine semble être dans un état impeccable. Parfait.
Donc, juste pour les gens, on l'a dit tantôt, c'est un PPDA, mais donc on joue avec 2d6, 10 et plus, c'est un succès total, 7 à 9, succès partiel, et 6 et en bas, échec. OK, donc voilà quand je demande aux joueurs de lancer. Pour te dire aussi, Margaret, pour servir la nourriture, tu dois monter puisque la salle à manger est au rez-de-chaussée. Et il y a un genre de petit paravent qui te cache pour servir la nourriture quand il y a des invités importants. Donc, la famille Blackwood ne veut pas te voir retourner autour de la table quand il y a des invités d'une certaine réputation. Tu es caché derrière un petit paravent pour servir la nourriture. Quand c'est le déjeuner, ça ne change rien puisque c'est juste la famille que tu côtoies fréquemment. Je te dirais que ce matin-là, justement, tu prépares tes choses et j'imagine que tu commences à monter vers le rez-de-chaussée en empruntant l'escalier. Mais avant d'aller ici, je vais me diriger vers Archibald, qui disait aussi s'être levé tôt. Je t'invite également à présenter ton personnage et à nous expliquer ce que tu ferais à l'aurore, comme ça, dans le manoir des Blackwood, alors que la famille, elle, est entièrement endormie. Mhm. Eh bien, Archibald Thomas des Louanges, une tenue très élégante, raffinée au style intemporel, costume à noir à queue de pie, gilet, pantalon assorti, chemise à col cassé, nœud papillon. Très bien sûr, un petit visage un peu rabroué, écrasé, parce que dans le fond, il y a trop de joues pour le collier, en fait, de sa chemise. Ainsi, il y a vraiment l'impression d'avoir, comme exemple, une petite tête de Coned posée sur un corps assez massif de gigantesques sourcils qui laissent présager un regard plutôt sérieux, un gros pif bien pendu vers le bas et une belle grosse verrue située sur la joue gauche qui possède non pas plus et pas moins que 3 poils depuis qu'elle existe. Eh bien, dans le fond, Archibald Thomas des Louanges passe la plus claire de son temps lorsqu'il se lève le matin à vérifier pour être sûr que tout est en place pour le réveil des maîtres de la maison. Excellent. Et est-ce qu'il y a des choses précisément que tu cherches à savoir si elles sont à leur place? Est-ce que habituellement, il y a des choses précises que je dois avoir comme pas loin dans le cas que justement les maîtres se réveillent et tout? Est-ce que dans le fond, c'est moi qui dois apporter comme les pantoufles? C'est moi qui dois comme apporter ce genre de choses-là? Oui, tu pourrais avoir des petites tâches comme ça, à savoir mettre justement les pantoufles sur le pas de la porte de Cornelius, plus principalement. Probablement des enfants également. Peut-être t'assurer en ouvrant les portes tranquillement de la chambre des enfants pour être sûr qu'ils sont bien encore dans leur lit, tranquilles. Tu es un peu en charge de Ambrose et Meredith, qui sont les deux enfants Blackwood de la famille. Aussi, peut-être ouvrir la porte de Agnès, la grand-mère, donc la mère d'Eleanor, qui est la lady de la maison, pour s'assurer qu'elle ne s'est pas enfuie. Elle est quand même imprévisible, la grand-mère. Et elle est à ta charge aussi, Archibald. Et tu es genre à s'enfuir? Oui. On est du genre à la retrouver comme en jaquette dehors la nuit, là? Oui. OK. Ben, c'est sûr qu'à ce moment-là, Archibald Thomas des Louanges s'assure que chaque personne est bien couchée dans son lit au moment où il sera le temps de se lever. Ainsi, il fait le temps de prendre le tour et de vérifier que tout le monde est à sa place et que la journée commence du bon pas, autant du côté des maîtres que du côté des employés. Mhm. Donc, tout est à sa place. Tu marches dans le corridor du 2e étage qui, je le rappelle, présente finalement 5 chambres. Chacun des enfants a sa chambre, Agnès, la grand-mère, a sa chambre, le couple Blackwood a sa chambre, et il y a une chambre d'invités également. Et il y a une salle de bain à l'étage aussi. Et toutes ces belles portes-chambres donnent sur un même corridor. J'imagine que tu le parcours assez silencieusement, discrètement, pour ne pas réveiller personne. Et effectivement, tout le monde, en ce beau matin, dort paisiblement dans leur chambre sans que tu constates quoi que ce soit. Agnès, la vieille dame, la vieille duchesse, est bien couchée dans son lit. Tu ne vas pas voir, j'imagine, dans la chambre de Cornelius et Eleanor? ah, ben non, c'est pas poli, ça. Non.
D'accord. Non, Bon, non, non. effectivement. Et Ambrose, qui est l'adolescent de la famille, est couché dans son lit, ainsi que Meredith dans le sien. Meredith, quand tu ouvres la porte pour regarder la jeune fille de 7 ans, elle dort dans une position étrange. Elle a vraiment la position de quelqu'un qui est dans un cercueil, là. Elle dort comme ça. Oh mon Dieu. Puis comme les couvertures vont jusqu'à sa taille, là, tu la vois vraiment positionnée comme ça. Puis tu vois qu'elle n'est pas en train de faire semblant de dormir. Elle est vraiment assoupie de cette façon-là dans son lit. Mhm. Eh bien, il faut croire que c'est ce qui est habitué. Pour les décrire un peu rapidement, les 3 qu'on a vus, à savoir les enfants et Agnès, physiquement du moins. Agnès, elle a 74 ans. Elle a une longue chevelure blanche qui est toujours soigneusement coiffée, même en ouvrant la porte et en regardant dans l'entrebâillement. Elle a l'air d'être coiffée même quand elle dort, là. Elle est extrêmement maigre. Elle est assez petite, mais vraiment très, très maigre. Elle a la peau sur les os. Et elle continue au quotidien d'arborer des tenues super élégantes et nobles. Même son pyjama est super beau, là, probablement en soie. Et elle est veuve depuis bientôt 10 ans du duc Harold qu'elle a perdu alors qu'ils avaient partagé 53 ans de leur vie. Du côté de Ambrose, donc c'est un adolescent de 15 ans, Ambrose Blackwood, bien entendu. Il a les cheveux noirs et les yeux super foncés. Il est grand et mince et il s'habille déjà comme un adulte, comme un gentleman. Il est extrêmement seul. Il n'a pas beaucoup d'amis. Et en fait, il n'a pas d'amis. Vous l'avez probablement jamais vu avec des amis à la maison. Et finalement, Meredith, c'est une copie conforme de sa mère, donc cheveux bruns, yeux bruns également. Elle a 7 ans. Elle a quelque chose de très effrayant pour son âge. Et bien qu'elle soit plutôt discrète, elle peut être parfois envahissante en raison de sa curiosité grandissante qui se manifeste pour toi, Archibald, à travers des questionnements étranges et inquiétants. Elle pose des questions qu'un enfant de 7 ans ne devrait pas poser. Et si tu ne l'entends pas pendant un certain temps, il est fort possible qu'elle soit en train de mettre en place, en exécution, un plan pour lequel vous lui avez donné les informations nécessaires de façon bien involontaire. Et alors que j'imagine que tu redescends l'escalier en étant le plus discret possible, Oui. Margaret monte l'escalier pour gagner le rez-de-chaussée alors que toi, tu le gagneras en descendant l'escalier du premier étage. Et Margaret, tu as quelques plats dans les mains, tu t'apprêtes à déposer quelques plats pour le petit déjeuner. Et Gaspard se faufile entre tes jambes, te faisant un peu perdre l'équilibre. Et Archibald, tu as juste le temps de voir Gaspard, le chat de la famille, qui s'en vient se faufiler également dans tes jambes, te faisant aussi presque perdre l'équilibre. Et Archibald, à ce moment-là, je te demanderais possiblement de faire ton premier jet de la soirée qui Bien pourrait sûr. être traduit par ignorer l'étrange. Parfait. Et tu dois lancer donc tes 2d6 plus Oui. composure qu'on pourrait traduire par... j'ai toujours de la misère avec ça. Comment on pourrait traduire ça en français, composure? La tenue, je sais pas trop, la composition. Ouais, la rester compa- stoïcité, ou la- mais c'est Le pas- stoïcisme. Stoïcisme. Peut-être le sang-froid. Ouais, sans Ouais, problème. ouais. Calme, c'est le ça. calme, le calme. Ouais. Parfait. Parfait. Fait que je lance ceci. You damn cat! Et ça va me donner. Oh! Oh, quand même, 11. 11, excellent. Donc, le fait que le chat dans l'escalier te surprend et manque de te faire trébucher
ne t'affecte pas, tu gardes ton sang-froid. Tu aurais pu avoir peur de cette chute, notamment parce que tu es un vieil homme et qu'elle aurait pu être fatale, mais aussi parce que possiblement qu'au fil des années de ces escaliers empruntés, les chutes dans les escaliers, elles ont peut-être été assez fréquentes au cours de ton service et ce foutu Gaspard semble toujours être là au mauvais moment quand tu descends et montes les escaliers. Eh bien, si c'était aujourd'hui que je devais mourir, ça aurait été aujourd'hui. Bon matin, Madame Smith. Bon matin, Archibald. Bien dormi? Bien. Oh, comme nous pouvons si bien dormir dans un établissement de la sorte, je dors toujours bien lorsque je sais que le matin, je me réveille dans l'objectif d'accomplir ma journée comme il se doit. Je continue à m'affairer mes tâches. Oui, moi aussi. En lui faisant une jambe. Non, c'est pas vrai. Des escaliers. Ah oui, on l'a peut-être pas précisé, mais téléspectateurs et téléspectatrices, auditeurs, auditrices, sachez que c'est un jeu de backstab en bon français, donc tout le monde s'aime autour de cette table ce soir, mais en tant que personnage, il y aura beaucoup de trahison et le but finalement, c'est d'enfoncer les autres dans l'eau pour avoir le plus d'air possible le plus longtemps. Okay? Donc, ce sera un petit peu la dynamique ici. D'ailleurs, mais nous allons. Je pense qu'on ne l'a même pas dit. Est-ce qu'on l'a dit que j'étais le majordome? Parce que je me suis comme décrit, mais je n'ai pas dit. OK, parfait. Moi, je l'avais mentionné, okay, mais parfait, voilà, on peut le repréciser. C'est quand même une position notable. La plus prestigieuse, exactement. Alors que justement, vous vous demandez si vous avez bien dormi cette nuit-là, probablement que Bitterman Jones, tu es dans ta chambre alors que tu es le dernier à te réveiller. Et avant que je te laisse te présenter, juste spécifier quelque chose par rapport à vos chambres. En fait, depuis quelque temps, vous n'avez qu'une unique pièce où vous dormez tous ensemble, les trois. Car on a découvert de la pourriture dans certaines des chambres des ailes des domestiques et ça fait déjà peut-être 2 mois qu'on a découvert ça et comme on ne voulait pas que vous souffriez de possibles intoxications ou que vous soyez dans des conditions médiocres, on vous a tous confinés dans une unique chambre où l'espace est restreint et l'intimité inexistante. Apparemment, les Blackwood ont d'autres priorités que celle de refaire les chambres du personnel. Et dans cette pièce, on peut trouver 2 lits simples, plus ou moins confortables, une couche repliée au sol, une bassine d'eau pour faire votre toilette, ainsi que 2 minuscules tables de chevet. Étrangement aussi, la porte de cette pièce a été complètement arrachée. Bitterman, dis-moi, est-ce que tu dors dans un des lits simples ou tu as adopté la couche qui est au sol? J'ai adopté la couche. D'accord. Donc, Archibald et Margaret occuperaient l'un des 2 lits simples. Je t'invite à te présenter et à me dire ce que tu ferais en ce début de journée en te réveillant. Est-ce qu'il est permis de fumer dans la maison? Oui, sans problème. Il y a un fumoir déjà, mais c'est pour les rencontres un peu plus officielles, mais il serait dans le sous-sol. La famille Blackwood est plutôt ferme les yeux sur ce qui s'y passe, plus ou moins. Okay. Je ne sais pas si ça exaspère mes cochambreurs, mais je sais qu'ils se lèvent très tôt. Donc, à partir du moment où ils quittent, c'est probablement le moment où moi, je dors le mieux. Je me roule dans ma couche, je profite de mes quelques minutes de solitude et à mon premier réveil, je m'étire, tout grand. Et tout de suite, je saute dans mes bottes, je prends mes cigarettes, je mets mon par-dessus, j'ajuste ma cravate, rabats sur ma tête ma vieille casquette, enfile mes petits gants de cuir, pas de cuivre, c'est malade. Les gants de cuir, les grosses armures. Et je monte l'escalier en essayant de profiter justement tel une horloge suisse de ce que je connais de l'horreur de mes collègues pour les éviter du mieux que je peux. Je prends la poudre d'escampette jusqu'à l'extérieur de la maison et je me dirige vers le garage. Et là seulement, j'allume ma première cigarette, une bonne vieille Woodbine Strong, sans filtre. Mes dents sont sûrement jaunies sous ma grosse moustache qui l'est également. J'ai une peau gercée, mes gros sourcils épais,
un pif probablement tout croche après avoir reçu de nombreux coups. Et j'ouvre toutes grandes les portes de bois. Et je pousse un grand soupir de soulagement, un grand sourire, tandis que je pose mes yeux sur la chose la plus importante de cette maison. La Rolls-Royce Phantom 1922. Magnifique. Je fais le tour du véhicule, toujours en tenant ma cigarette de l'autre côté du véhicule pour être certain qu'il n'y a pas de cendre qui va se déposer dessus. Et avec un petit chiffon que j'ai à l'intérieur de ma veste, je nettoie peut-être les quelques traces ou peut-être un petit rongeur s'est promené. Et justement, je fais le tour des trappes du garage. Et si je trouve un rongeur, j'enlève tout simplement le petit rabat et je lance le rongeur à l'extérieur pour ce foutu chat. Et je remets la trappe en place avec satisfaction. Parfait. Dirais-tu, Bitterman, que c'est toi qui as posé les trappes du garage, dans le garage? Assurément, et j'en prends quand même un doux plaisir. Excellent. Et ça arrive assez souvent que tu trouves de la vermine de prise dans ces trappes-là. Et ce que tu sais, c'est que Gaspard sort très peu à l'extérieur, mais jamais tu ne retrouves un cadavre de vermine sur le terrain. Jamais. Et non, vas-y. Ben, je voulais juste terminer en décrivant peut-être le reste de ma personnalité ou plutôt de mon apparence qui se traduit dans ma personnalité. Il y a un fait saillant qui témoigne de mon imperfection et de mon vécu. Je marche en clopinant. J'ai une jambe et un genou qui me fait défaut suite à un accident dont je préfère ne pas parler. Fait que je boite comme ça, mais je prendrai jamais de canne. J'aime mieux mourir que de prendre une canne. De toute façon, je passe ma journée assis. Et moi, je me suis précipité vers le véhicule, j'en ai fait le tour, je commence son inspection et je prépare les cigarettes, pas les miennes, celles du maître de la maison, Cornelius, que je range dans l'intérieur du véhicule pour sa balade du matin s'il en a besoin. Je suis fidèle au poste, les portes sont ouvertes et je l'attends. Excellent. Quelques petites précisions sur la cour et le garage, puisque tu y es aventuré. Déjà, la cour, pour Archibald et Margaret, ce n'est pas un endroit que vous aimez. Personne ne va dans la cour, à moins qu'on vous en donne la tâche. Comme je l'expliquais tout à l'heure, dès qu'on sort de l'enceinte des murs du manoir, on se sent moins en sécurité. C'est pas le cas de Jones. Jones, c'est ton domaine, la cour et le garage. La cour en soi, comme je l'expliquais tout à l'heure, elle est vraiment gigantesque et elle semble encore plus grande que nature. Elle semble colossale parce qu'on n'y trouve pratiquement rien. Elle est vide, aucun jouet d'enfant, aucune trace qu'une famille vit réellement dans cette cour-là, à l'exception des jardins et du garage. Dans la partie arrière, on retrouve notamment les jardins, mais on peut aussi apercevoir les cèdres dont je parlais tout à l'heure, une dizaine de cèdres qui ont été taillés dans des formes artistiques par un jardinier que vous avez peut-être vu quelques fois, mais qui n'habite pas la maison de façon régulière. Et pour la plupart, les formes, peut-être que Bitterman, tu es plus au courant puisque tu les côtoies plus fréquemment, mais elles prennent l'apparence d'animaux, que ce soit un corbeau ou un ours. Mais il y en a également une qui a été taillée en l'honneur du duc Harold. Et on peut reconnaître cet homme un peu bedonnant qui était le mari de la duchesse Agnès. Et, étrangement, il y a un autre homme. Mais Bitterman, tu ne le reconnais pas. Mais c'est le seul autre humanoïde qui a été taillé dans l'un des cèdres de la cour. Très bien. Sinon, par rapport au garage plus spécifiquement, il y a évidemment la voiture, il y a quelques outils ici et là, justement pour entretenir le véhicule et le jardin, mais il y a un atelier privé qui est annexé à l'extérieur du garage où le maître de la maison, Cornelius Blackwood, nettoie et entretient ses armes à feu. Tu as, Bitterman, la clé de cet atelier. Tu n'y es pas vraiment invité, mais tu sais notamment que c'est là
parce que Cornelius est un grand amateur de chasse et tu es son bras droit. Lorsqu'il va à la chasse, c'est toi qui l'accompagne dans ce sport. Là, c'est vraiment un loisir pour lui très important. Et parfois, alors qu'il travaille dans l'atelier et que tu te trouves au garage, l'odeur de poudre à canon qui se dégage derrière les portes verrouillées a quelque chose de quasiment irrésistible. Et elle est si omniprésente que tu as un peu l'impression d'être exposé de manière un peu trop prolongée aux effets de cette poudre. Et lorsque Cornelius gagne cet atelier, il peut y rester pendant des heures. Magnifique. J'imagine, juste pour compléter peut-être la scène, si tu permets, maîtresse des lieux, que ce matin-là, il y a un peu de brume, j'imagine, qui serpente à travers ces monuments, les haies à l'intérieur de la cour. Puis on entend juste Bitterman Jones qui sifflote. Mais c'est pas un air militaire, puis c'est pas un air populaire. C'est du classique. C'est une musique classique qu'il sifflote, la cigarette à la main, en jetant toujours des regards vers l'atelier de l'arme à feu, puis en espérant que Cornelius demande qu'on aille chasser aujourd'hui. Excellent. Pour votre information, nous sommes au mois de novembre. Il fait assez froid à l'extérieur. Les jardins sont mourants. Ils ont très peu à offrir en ce moment dans la cour. Et justement, à l'intérieur de la cour, pas de la cour, pardon, du manoir, Cornelius, l'homme de la maison, est le premier à se réveiller. Et comme à son habitude, comme Bitterman l'a mentionné tout à l'heure, il ne va pas prendre son petit déjeuner automatiquement. Il attendra que les siens se réveillent également. Il va plutôt ajuster son petit manteau et aller vers l'extérieur pour sa balade matinale en compagnie de Bitterman. Rapidement, Cornelius, je le décris puisque c'est un des membres de la famille que je n'ai pas décrit. C'est un homme, un très bel homme, à peu près dans la mi-quarantaine, à la chevelure noire, toujours bien lissée. Même quand vous le voyez passer Archibald et Margaret dans le manoir ce matin-là, il est déjà frais et dispo. Il a une peau assez diaphane, assez blême, presque translucide, des yeux verts qui sont extrêmement prenants. Là. Lorsqu'il se pose sur vous, on dirait presque qu'il est en train de lire à travers votre âme. Il a une grandeur moyenne, mais il détient une musculature assez impressionnante. Mais ce n'est pas un grand sportif. Cette musculature-là, elle peut surprendre, mais elle vient justement des parties de chasse en compagnie de Bitterman qui le gardent en forme et qui sont assez fréquentes. Donc, il se lève et justement, il attend probablement devant le placard dans le hall pour que Archibald vienne lui tendre ses chaussures d'extérieur, lui donner son gilet. Oui, absolument, que dès que le maître de la maison Blackwood se réveille, Archibald accourt tel un lapin le plus matin de novembre et qui s'en va lui porter ses souliers ainsi que son habit afin qu'il puisse aller se reposer à l'extérieur ou même peut-être aller tirer le fusil, qui sait. Merci, mon cher, c'est très apprécié. Assurez-vous que le café soit extrêmement chaud lorsque je reviendrai. Et le thé d'Éléonore doit être impeccable. Dites-le à Margaret. Oui, absolument, Monsieur Blackwood. Le thé sera parfait, le café sera aussi noir que le cœur de nos ennemis. Sachez que la balade risque d'être un peu plus longue aujourd'hui. Ah, c'est vous qui décidez, Monsieur Blackwood. Évidemment. Il n'avait pas de point d'interrogation au bout de ma phrase, Monsieur Blackwood. Et il va tourner les talons, attendre que tu lui ouvres la porte. Ah, j'ouvre la porte. Là. Et sortir en gagnant la cour. Alors que justement, vous êtes dans ce hall d'entrée, qui est quand même une pièce importante du manoir, j'en profite pour vous le décrire. C'est la première pièce dans laquelle à laquelle les gens ont accès lorsqu'ils entrent par la porte avant principale. Et elle mène vers d'autres pièces, notamment vers la bibliothèque, qui est aussi le bureau de Cornelius, et vers un corridor qui donne sur la salle à manger, le fumoir et la salle de bain.
tous les murs du hall sont décorés par des portraits des générations précédentes de la famille Blackwood. Et bien entendu, le plus grand cadre donne à voir les 5 membres propriétaires actuels que j'ai nommés plus tôt. Vous savez, tout le monde, en fait, vous avez déjà vu, probablement, dans cette pièce, que certains des portraits, il y en a énormément, ont les yeux graffinis, comme si quelqu'un avait essayé de faire disparaître la pupille, le regard de ces gens-là, ce qui font en sorte qu'ils ont l'air d'avoir comme des yeux noircis, sans regard. Et il y a même des rumeurs d'anciens serviteurs qui laissaient entendre que durant la nuit, parfois, on voyait quelque chose couler de ces yeux-là. Comme si c'était hanté, dans le fond. Mhm. Ah, Le ok, jeu de cool. marde. Donc, je voudrais qu'il y a peut-être, vous avez peut-être remarqué 5 ou 6 portraits de personnes différentes que vous ne seriez pas trop en mesure de reconnaître de qui il s'agit. Évidemment, pas sur le portrait principal, mais 5 ou 6 personnes dont le portrait a été vandalisé dans le hall d'entrée. Et alors, Cornelius quitte et traverse la cour pour gagner lentement le garage où il te retrouve, Bitterman. Directement au moment où je le vois sortir de la maison, je démarre le moteur de la voiture dans l'espoir de pouvoir peut-être réchauffer un peu son habitacle. J'attends qu'il soit à proximité. J'y parle pas le matin. Je sais qu'il n'aime pas ça quand on se parle le matin. Je le salue d'un hochement de tête, je lui ouvre la porte derrière. Est-ce qu'il prend place dans le véhicule? Oui. Il prend place dans le véhicule. Je tape le paquet des cigarettes pour que le tabac soit bien concentré. Je lui en tends une en tapant sur le paquet. Est-ce qu'il désire fumer ce matin? Oui. Il tend la main. Je prends une cigarette, je sors mon briquet et je lui allume sa cigarette. Et alors que vous démarrez, vous prenez la grande allée qui, classique manoir, fait un demi-cercle. Les clôtures s'ouvrent et vous gagnez la rue. Il va, étrangement, s'adresser à toi. Alors qu'habituellement, la balade se fait plutôt dans le silence, ce matin, apparemment, Cornelius Blackwood a envie de se délier la langue. Et il va te dire, Bitterman, la balade sera plus longue aujourd'hui. Aucun problème, C'est une journée exceptionnelle. Aucun problème, monsieur. Nous allons recevoir un invité de marque pour le repas de ce soir. Allons-nous le récupérer dans le véhicule ce matin, monsieur? Oh, pas en ma présence, oh non. Mais vous aurez notamment comme tâche d'aller chercher le maire Reynolds et de l'amener à ma table pour le repas de ce soir. Avec plaisir, monsieur. Ce que tu sais du maire Reynolds, c'est que ça ne fait pas très longtemps qu'il est au pouvoir, qu'il a le poste de maire. C'est un homme assez jeune, début trentaine. Donc, tu en sais vraiment le fait qu'il est en place depuis peu et que certains remettent en doute ses compétences à cause de ça. Parce qu'ils disent qu'il est trop jeune, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, on ne comprend pas comment ça, c'est lui le maire et tout ça. Donc, par la suite, il va te dire, vous irez donc récupérer le maire. Il sera seul dans le véhicule avec vous, mais pour le repas, il sera accompagné de sa secrétaire et de son bras droit. Mais tous les deux seront accompagnés de leur propre chauffeur. Je tenais absolument à ce que ce soit vous, Bitterman, qui conduise le maire Reynolds dans votre véhicule. Désirez-vous qu'après le repas, monsieur? Pardon, Allez-y. monsieur. Je croyais que vous aviez terminé. Vous avez les yeux fixés sur la route. Vous devrez, Bitterman, dans le plus grand des respects, ce dont vous faites peu preuve pour l'instant,
obtenir le plus d'informations sur cet homme. J'en connais un qui va se faire gonner dans la tête. Là. Et Archibald et Margaret, je vais vous inviter à enlever vos écouteurs. Ah! Puis Il y aura beaucoup de ça ce soir, les auditeurs. Puis je quitte la conversation. Genre, je suis dead, il me shot. Pac! Il va te dire: j'ai de grands soupçons, Biderman. Des soupçons sur ma tendre Eleanor. Je crois, voyez-vous, qu'elle entretient une relation d'infidélité avec cet homme. Et j'aimerais que vous tentiez d'en savoir plus. Il est possible que le voyage ne vous permette pas d'avoir plus d'informations par rapport à cela, mais au moins, si vous pouviez trouver quelques indices sur les faiblesses au pouvoir de cet homme, parce que voyez-vous, je convoite moi-même le poste de cet imbécile. Je m'assure qu'il a vraiment terminé de parler. Puis je vais lui poser 2 questions, celles que j'allais lui poser plus tôt. Excellent. Désirez-vous que le retour se fasse jusqu'à son domicile, monsieur, ou qu'un accident se produise sur la route? Je vous tiendrai au courant au cours de la soirée. Il se pourrait qu'il n'y ait pas de retour. Il en sera fait ainsi, monsieur, et comme vous le savez, il est coutume pour moi d'offrir des rafraîchissements à mes passagers. Cela permet parfois de délier leur langue au chemin du retour. Peut-être que je pourrais m'enquérir auprès de Meredith afin de pouvoir avoir une bouteille dans le véhicule. Oui, faites. J'apprécie. Très bien, monsieur. Pardonnez de vous avoir interrompu plus tôt. Évidemment, je n'ai pas besoin de spécifier que cela reste entre nous. Puis juste, je réponds rien à ça dans le sens, pas parce que je veux pas y répondre, mais parce que mon silence, c'est mon silence. Puis je sais, là. Excellent. Et alors que la balade s'apprête à se terminer, tu l'entends jouer après un trousseau de clés. Et il va en détacher 2 qu'il va te tendre. Oh. Et tu vas probablement être assez surpris de ça parce qu'en général, c'est le majordome Archibald qui est le maître des clés. Il te les tend et il te dit: je te remets ces 2 clés. L'une d'entre elles ouvre la porte du garde-manger qu'il y a dans votre sous-sol, l'endroit où on garde l'argenterie et le vin et tout ce qu'il y a de précieux pour la famille Blackwood. L'autre est nouvelle et tu la vois, elle est toute neuve, elle est brillante. Il dit: nous verrons en temps et lieu si j'ai besoin de vous expliquer qu'est-ce qu'elle ouvre. Aucun problème, monsieur. Ce sera fait. Maintenant, regagnons le manoir. Nous avons une grande journée devant nous. Puis j'appuie peut-être un peu plus sur l'accélérateur, mais évidemment en évitant là, toutes les nids de poules que je connais sur le chemin. Excellent. Il faut regarder par la fenêtre, puis il y a juste lui qui revient à pied, puis il y a le char en flamme en arrière. C'est rien tout seul. Oh non. Oh. La chasse était bonne? Oui, très bonne. Et pendant que Cornelius et Biderman étaient partis faire la promenade matinale, les autres membres de la famille ont commencé à se réveiller. Agnès, la première, la vieille duchesse, qui gagne lentement la salle à manger. Et vous la voyez, là, elle n'est pas en pyjama, tout ça. Là, elle est bien mise et tout ça. Par la suite, ce sera Eleanor, que je décrirai, et les 2 enfants seront les derniers. Mais évidemment, tout le monde s'attend un peu pour commencer à manger. Ils attendent même que Cornelius regagne la maison. Eleanor est la dernière que je n'ai pas décrite. Donc, c'est la lady de la maison.
rapidement, de quoi elle a l'air? Ben, c'est une splendide femme, un petit peu plus jeune que Cornelius. Elle a peut-être la fin trentaine, une longue chevelure brune ondulée. Elle est également assez bien coiffée, mais elle est en pyjama lorsqu'elle arrive, par contre, en bas, contrairement à Agnès. Vous la connaissez comme étant une femme froide, directe, dont les grands yeux bruns n'ont rien de chaleureux. Elle n'est pas du tout, elle n'est pas reconnue non plus pour être aimante envers ses enfants, comme elle les déteste pas, mais vous voyez très, très rarement des marques d'affection de cette femme-là envers Meredith et Ambrose. Et vice-versa, hein, les enfants ne quémandent pas non plus d'amour. Et ils gagnent la cuisine, pas la cuisine, la salle à manger. Petite description de la salle à manger alors que Margaret, tu es en train probablement justement de mettre les choses sur la table, de faire en sorte qu'on les accueille de façon convenable. La salle à manger, elle est énorme et elle peut facilement recevoir jusqu'à une douzaine de convives autour de la longue table qui est en bois merveilleusement ouvragée, d'un brun foncé presque noir. Les sièges sont somptueux, coussinés d'un velours émeraude. Et vous savez tous qu'historiquement, la salle à manger servait de salle pour les duels d'honneur. Les murs sont ensevelis de sabres et de fusils qui ont servi à la famille à travers les âges. Et les observateurs aguerris, possiblement plus Margaret et Archibald, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu le dire en anglais, Archibald, auront probablement déjà remarqué que certaines des armes blanches, des sabres et épées qui se trouvent sur les murs sont encore tachées du sang de leurs victimes. Et c'est pas exceptionnel de voir des conflits verbaux dans cette salle se transformer en combats improvisés. Okay? De plus, et ça, clairement, Bitterman, tu le sais aussi, le fusil préféré de Cornelius Blackwood se trouve accroché et bien en vue au-dessus du foyer de la pièce. Le foyer, il est sur le mur de gauche. Il est assez énorme et il se trouve derrière la chaise du milieu. Là, vous avez comme compris qu'il y avait 5 chaises d'un côté, 5 chaises de l'autre et 2 chaises aux extrémités. Et il se trouve derrière la chaise du milieu du côté gauche. Et cette chaise-là, c'est connu de tous, c'était la chaise du duc, Harold, le défunt mari d'Agnès. Et Agnès s'assoit toujours directement à côté de cette chaise-là. Et il ne faut absolument pas que quelqu'un daigne s'asseoir à la place du défunt Harold. Vous savez que s'il y a des invités, ils ne doivent pas s'asseoir sur cette chaise-là. Et justement, alors qu'ils sont là et qu'ils sont assis, Agnès s'est tournée vers la chaise vide. Un regard de gamine amoureux. Et vous la voyez un peu murmurer, comme si elle parlait au vide. Archibald, est-ce que tu es également dans la salle à manger alors que la famille Blackwood s'affaire et commence à grignoter quelques petits trucs que Margaret a amenés à la table? Bien sûr, puisque je m'occupe par le fait même du bien-être des personnes présentes, leur questionnant s'ils ont bien dormi et également en regardant si les différents serviteurs de la maisonnée s'occupent comme il se doit du service de la nourriture. Tout le monde est là. Les gens ont l'air d'avoir bien dormi. Est-ce que Margaret, tu voulais faire quelque chose en particulier ou tu fais tes tâches comme il se doit? En fait, je m'assurerais que Dame Elénore a son thé comme il se doit, là, comme elle le prend. Donc, je porte une attention très particulière à ça. Et j'aurais tout le temps un café. Là, en fait, j'ai probablement 3 pots de café pour pas qu'il brûle, mais j'en change tout le temps un pour être sûr qu'il soit comme à la bonne température quand M. Cornelius va revenir. Excellent. Parfait. Et alors que justement vous faites vos tâches, vous assurez que tout est correct, Eleanor va prendre la parole et dire
Eh bien, Archibald et Margaret, je ne sais pas si vous avez vu Bitterman ce matin, j'imagine qu'il est avec mon mari, parti en promenade et qui lui aura donné cette information. Je me permets de le faire pour vous. Nous avons une soirée spéciale ce soir. Le maire Reynolds viendra manger à la maison. Fort bien, madame. Nous attendons à ce que vous soyez dans les meilleures dispositions pour faire bonne figure. Comme toujours, madame. Désirez-vous un menu spécial pour ce soir, Dame Blackwood? J'ai confiance en vos compétences. Et là, elle va lever la tasse de thé que tu lui as faite. Et elle va dire, pas trop fort, on a l'impression qu'elle ne veut pas qu'Archibald entende, mais Archibald, tu entendras. Elle va dire, vous y avez mis les ingrédients que je vous ai demandés, Margaret? Comme toujours, Dame Blackwood. Et elle va sentir. Et là, elle va te dire, je crois que nous allons devoir avoir une discussion puisque je ne vois pas les effets. Lorsque vous voudrez, sans problème. Nous allons attendre d'être un peu plus seuls. Puis là, elle va virer son regard de feu vers Archibald pour te laisser savoir que tu es la personne de trop dans la pièce, Parfait. possiblement. Parfait. Est-ce que ça laisse sous-entendre moi et les enfants et tout le tralala ou juste moi? Ouais, non, ça laisse entendre toi et tous ceux qui devraient venir en ta présence. Mais elle va Parfait. quand même poursuivre. Parfait. Et elle va dire, le maire Reynolds viendra et c'est une soirée extrêmement importante pour Cornelius. Vous savez, il envisage de faire de la politique. Et vous voyez dans son regard que ça ne semble pas être quelque chose qu'elle affectionne particulièrement, ça ne semble pas lui plaire. En fait, que son mari convoite un poste en politique. Et elle va dire, il sera accompagné de sa secrétaire ainsi que de son bras droit. Donc, nous aurons 3 convives supplémentaires à la table. Margaret, évidemment, je vous invite à faire un menu haut en couleur pour surprendre nos invités et à faire plus qu'il n'en faut. Cependant, la chambre froide semble poser problème, encore une fois, depuis quelques jours. Mais nous pourrons en reparler. Archibald, pouvez-vous, s'il vous plaît, conduire Ambrose, Meredith et ma mère hors de la salle à manger? J'aimerais m'entretenir avec Margaret. Tout de suite, madame. Allez, hop, hop, les enfants, nous partons. Occuper notre temps ailleurs. Et là, Agnès, la vieille duchesse, va être juste comme « Vous ne pouvez pas me demander de sortir de la pièce. Je suis en grande conversation. » Puis là, elle se tourne vers la chaise où il n'y a personne. Et là, elle dit « Vous avez entendu, Harold, nous faisons une fête en votre honneur. » Oh mon Dieu Seigneur. Vieille folle. Je vais faire... Madame Blackwood, vous devez de ce pas m'accompagner à l'extérieur. Votre fille l'exige en ce moment même. Vous l'avez bien dit, c'est ma fille et je suis sa mère. C'est moi qui dicte les règles dans cette maison. N'est-ce pas, Harold? Et elle se retourne vers l'endroit où il n'y a personne. Je pense que j'interviendrais auprès de Agnès et je lui demanderais Lady, c'est une Blackwood elle aussi? Non, sûrement pas. Non, elle, c'est pas une Blackwood. Attends, excuse-moi, j'ai oublié son nom de famille. Je vais le retrouver à l'instant. Paquette. Elle, attends un peu. Lady Agnès Paquette. J'adore ça. Non. Elle, c'est une Jennings. Jennings, ok. C'est une lady? Non, oui, en tout cas.
C'est une duchesse. Duchesse. Duchesse Jennings, si vous pouvez m'aiguiller sur ce que vous voudriez qu'il y ait au repas pour la fête, pour la célébration de votre mari, ce serait fort apprécié. Mais non, ce n'est pas à moi de décider de la nourriture. C'est Éléonore qui décide toujours. Oh mon Dieu. Y a-tu un jet? Je check les jets. Y a-tu un jet que je peux faire pour essayer comme de la convaincre de sortir? Oui. Y a-tu quelque chose qui Tu peux faire guider leur direction. Moi, c'est Puis ça. dans le fond, c'est d'essayer de les influencer des membres, les membres de la famille. Il y a une action comme ça qui est pour les membres du personnel. Oui. Puis il y a une action comme ça qui est pour les membres de la Parfait. famille. Donc, tu dois rouler plus ta persuasion, mais je crois que dans ton cas, Ouais. tu peux rouler avec étiquette. Oui, parce que j'ai le pouvoir qui est It Will Be Proper, qui me permet d'utiliser mon Oui. étiquette plutôt que ma persuasion dans ce cas-ci, ce qui est beaucoup plus avantageux Excellent. pour moi. Fait que je vais faire ça. Puis ça va me donner 9. Excellent. Donc, comment tu lui dis, comment tu l'amènes à te suivre, ainsi que Ambrose et Meredith qui sont plus faciles à convaincre, disons. OK. Je vais faire... Duchesse, il est beaucoup plus intéressant pour vous, comme pour votre époux, de demeurer, disons, dans les secrets de la soirée, puisque vous faites partie des invités d'honneur. Ainsi, il est beaucoup plus avantageux pour vous de ne pas savoir comment tout ça va se dérouler, si on veut vous garder un peu la surprise tout de même. D'accord. Puis là, tu vois qu'elle se lève, puis elle vient pour comme te prendre, tu sais, pour que tu l'aides Ouais. à marcher. Puis elle va se tendre un peu vers toi pour te parler plus près de ton oreille. Et son haleine, l'odeur de son haleine est pas très intéressante, là. C'est vraiment comme, elle te parle vraiment dans la face. Tu sens que c'est chaud là, quand elle te parle. Puis elle est juste comme, vous osez évoquer le nom de mon mari. Alors dites-moi où il est. Qu'est-ce que vous avez fait de lui? Est-ce qu'elle m'a pris Là- par le bras, là? Ouais, vous marchez comme ça, vous Ok, sortez, ouais, puis ça. elle dit ça. Margaret, tu entends clairement là, qu'elle a dit ça. Parfait. Puis je vais sortir l'expression anglaise la plus obscure pour répondre à sa question sans vraiment répondre à sa question. Genre, de quoi de genre... Vous savez, comme on dit, habits somptueux ne donnent pas les bonnes manières. Puis je vais comme répondre fucking pas à sa question. OK, d'accord. À ce moment-là, elle va te dire, puisque j'ai répondu à votre demande, vieil homme, vous avez intérêt à faire en sorte que personne ne s'assoie sur la chaise d'Harold de ce soir. J'en ferai un point d'honneur, Duchesse. Il me fera plaisir de pourfendre quiconque s'assoira sur cette merveilleuse chaise. J'allais dire dans les chaises. C'est comme non. Et j'exige que vous pourfendiez l'insolent avec le sabre de mon défunt mari. Puis tu sais J'ai- qu'il fait partie de ceux qui sont sur les murs de la salle à manger, le sabre du duc Harold. Fort bien, madame, Dis-je avec la grosse goutte de sueur sur la tempe. Là. en espérant que ça ne soit pas nécessaire, comme on le dit. Ça serait intéressant, du moins. Puis, où tu les amènes exactement? Je les amène... Oui. J'allais te dire un petit peu les pièces qui sont à ta disposition au rez-de-chaussée pour les reconduire, si tu veux. Pièces qu'on n'a possiblement pas vues jusqu'à maintenant. Je veux juste remettre de la musique. Parfait. Donc, parmi les pièces du rez-de-chaussée qui sont agréables pour les enfants et pour Agnès, ce serait probablement la bibliothèque. Puisque sinon, c'est le fumoir. J'imagine que tu ne reconduiras pas les enfants au fumoir. Puis c'est pas mal ça. Il y a le fumoir, la bibliothèque, la salle à manger, une salle de bain et le hall au rez-de-chaussée. Ça pourrait être aussi le hall, si tu préfères. Non, ça va être tu sais, j'imagine la bibliothèque comme la classique salle où tout le monde va niaiser un peu. Là. C'est genre le futur salon avec la télé quand ça va exister. Là.
Exact. C'est une salle de séjour Ouais. plutôt. Ouais. Donc, pour en faire une définition assez rapide, il y a, comme la tradition le veut, une belle table de travail très bien organisée avec plusieurs tiroirs verrouillés. C'est le bureau de Cornelius Blackwood. Il y a quelques fauteuils parsemés ici et là. Il y a un mur complet qui sert de bibliothèque. Et surtout, et c'est ce qu'on remarque, ce qui attire notre attention lorsqu'on entre dans cette pièce, c'est les nombreux trophées de chasse empaillés de Cornelius qui se trouvent là. Et il y en a énormément. Là. Il y en a au moins 12 dans la pièce, dont des oiseaux. Là. Il y a quand même pas mal d'oiseaux qui sont empaillés, mais il y a un ours quand même. Et chaque fois, Archibald, tu vas dans la bibliothèque, tu ne peux pas t'empêcher de sentir ces animaux morts-là te regarder dès que tu entres dans la pièce, comme s'ils étaient prêts à te sauter dessus. Et encore une fois, tu ressens cette étrangeté. Je vais te demander à nouveau de faire un jet pour ignorer l'étrange et l'horrible, alors qu'en reconduisant Ambrose, Meredith et Agnès, tu frôles la patte d'un fauve qui est empaillé. Ça va être 5 plus 2 plus 1. Donc, c'est 8. 8. OK. Tu peux poser une question par rapport à l'étrangeté que tu vois. Mais il y aura une contrepartie. OK. Est-ce que je peux ne pas poser de questions et ne pas avoir de contre-coup? Non. OK. De toute façon, j'en aurais posé une parce que c'est plus intéressant. Est-ce que tu as une liste de questions que tu peux m'offrir? Non, ou... pas du tout dans ce cas-ci. OK. OK, parfait. En fait, ma question étant, est-ce que c'est déjà arrivé que, genre, un serviteur soit comme retrouvé mort un matin dans cette salle-là, comme s'il avait été justement charcuté par des bêtes sauvages? Non. On n'a jamais retrouvé de serviteurs morts dans la bibliothèque, du moins. Mais tu as déjà entendu des histoires de gens qui disaient qu'ils avaient été touchés ou frôlés par l'un des animaux empaillés. Et justement, à ce moment-là, tu sens, alors que tu passes à côté du fauve, comme si une patte griffue s'accrochait à ton épaule. Et alors que tu te retournes, il n'y a absolument rien. Et je vais t'inviter à ajouter un trauma à ta fiche. Parfait. Et ce trauma-là, dans ton cas, sera représenté par une douleur, une lourdeur à l'épaule où tu as senti cette patte sur ton épaule. Parfait. Probablement qu'à ce moment-là, si ça paraît, tu sais, si ça paraît que... Non, c'est pas assez gros pour que les autres le voient ou s'en rendent compte, mais toi, tu le sens. OK, parfait. Tu n'avais pas ça en te réveillant ce matin. Parfait, parfait. Et il faut croire que tuer et empailler une bête n'est pas suffisant pour calmer son goût du sang. Parfait. Et à ça, il y a juste la petite Meredith qui était allée chercher un livre et qui s'était assis sur l'un des fauteuils qui va te dire « Le goût du sang, Archibald? Vous avez ça, vous, le goût du sang? » Bien sûr que non, mademoiselle Meredith. Est-ce que vous lisez encore votre livre sur les chauves-souris? Et quand tu regardes, c'est pas un livre sur les chauves-souris, c'est un livre qui porte, et tu vois, probablement, il n'y a rien sur la couverture, le livre de 1920, là, mais en passant derrière elle, tu vois comme un schéma de gens qui sont en train de se faire momifier. Ah oui, l'Égypte antique, un sujet très de l'heure.
si je peux me permettre, malgré le fait que ça soit passé il y a de nombreuses années. Vous savez qu'il sortait le cerveau à l'aide d'un outil qu'il faisait rentrer dans le nez. Et croyez-vous que ces méthodes pourraient encore fonctionner aujourd'hui? Je ne sais pas, il faudrait peut-être tester sur l'espèce de macaque qui sert de conducteur à votre père. Oh, donc vous avez le goût du sang, Archibald. Et... Je réponds pas à ça, je réponds pas à ça. Là. J'ai pas le goût de m'enfoncer dans cette question-là avec elle. Excellent. Nous allons donc conclure la conversation de la bibliothèque sur ça et regagner les cuisines. Margaret, tu es seule dans la cuisine avec Eleanor. Elle va dire Margaret, je vous ai confié une tâche il y a déjà quelques semaines, mais vous ne semblez pas la prendre au sérieux. Je prends les tâches que vous me donnez très au sérieux, Lady Blackwood. Eh bien, peut-être que vous avez oublié, avec votre âge avancé. Est-ce que vous perdez un peu la mémoire, ma chère? Parce que je me rappelle. Eh bien, je vous avais demandé des ingrédients spécifiques pour mon thé, Tout à fait. qui devraient avoir des effets importants sur ma personne. Croyez-vous que je devrais changer les quantités des ingrédients? Archibald et Bitterman, je vais vous demander de retirer vos écouteurs. Ma chère Margaret, je sais que vous n'avez pas eu la chance vous-même d'avoir des enfants. Et bien que je sois bien heureuse d'Ambrose et Meredith, je vis un manque. Et les ingrédients, les produits desquels je vous ai parlé, devraient aider à ma fertilité. Et je n'y vois aucun effet pour l'instant. Je vais vous refaire votre thé à l'instant. Certainement que ce dernier pourra vous aider, je crois. Et j'aimerais lui apporter, avec un mouvement, son préféré, hein, dans le fond, là, I've brought you your favorite, qui me permet une fois par session de créer quelque chose de spécial pour quelqu'un. OK, excellent. Tu n'as rien à rouler pour ce mouvement? Oui, c'est rouler plus persuasion. OK. Et ça, c'est dans ta fiche de perso, hein? Oui. OK, excellent. Vas-y. Ouh, OK, on est à 5 plus 3. Donc, t'as 9. 9. Excellent. Donc, sur un succès mitigé, tu as le choix entre gagner un prestige, enlever un niveau de trauma, rouler avec quelque chose en plus avec Eleanor pour le reste de la partie ou arrêter immédiatement un trouble. Si je comprends bien le jeu, son trouble, c'est son problème de fertilité. Oui. Fait que si j'arrête le trouble, c'est que, dans le fond, son thé va marcher, mais elle ne sera pas tout de suite. Exact, ouais, parce que là, son trouble n'est pas au niveau 1, mettons. Pour l'instant, il y a juste toi qui es au courant. Fait qu'il n'est pas encore enclenché. OK. Alors, à ce moment-là, fait que si je peux pas l'arrêter parce qu'il n'est pas enclenché, je roulerai avec quelque chose d'extra pour elle toute la journée. Parfait. Donc, alors, tu lui amènes un thé que tu as fait plus fort, probablement, dont tu as augmenté la dose qui ferait en sorte d'aider à sa fertilité. Et alors que tu le ramènes et que justement, elle sent qu'il y a quelque chose de plus prenant, elle va dire Margaret, asseyez-vous. D'accord. Et ça, comme ça arrive jamais. Oui, c'est ça. Qu'elle te demande de t'asseoir avec elle, même si, somme toute, elle s'est parfois confiée à toi et tout ça. Là. Elle va te dire avez-vous remarqué quelque chose d'étrange chez Cornelius depuis quelque temps? Je ne crois pas, non. Il apporte encore fréquemment des
les résultats de ses chasses du matin avec Monsieur Jones. Je n'ai rien remarqué de particulièrement étrange avec lui. Eh bien, voyez-vous, le thé, c'est une chose, mais si l'homme que j'aime ne répond pas à mes avances, je ne suis pas plus vers la voie de la réussite en ce qui concerne procréer. Et il est très absent, voyez-vous, il est particulièrement aspiré par son désir d'occuper un poste important et il semble m'abandonner. Et je me demandais si vous en saviez plus. Peut-être a-t-il quelqu'un d'autre dans sa vie. Oh non, je ne crois pas. Je ne crois pas, Dame Blackwood. Ce serait très, très peu probable. Désirez-vous que je mette à lui aussi quelque chose dans son café du matin pour réveiller ses ardeurs? OK, je vais t'inviter à ce moment-là à faire un jet de servir la maison parce que ça outrepasse tes fonctions. Parfait. Ça va être un roulé plus fortitude. Oui, c'est parfait, c'est ma stat. Et on est à 11. Et en plus, n'oublie pas que tu peux rouler en extra avec elle. Oh, fait que, mettons que j'aurais 12. Oui, non, ok, ouais, attends. Ok. Fait que, ben, en fait, oui, ça fait 1 de plus, fait que 12. Ouais. Excellent. Ouais. Parfait. Tu gagnes automatiquement un point de prestige de plus. Nice. Et elle va te dire, mais quelle bonne idée, Margaret. Oui, ajoutez quelque chose dans sa boisson. Et peut-être pourriez-vous trouver justement cet ingrédient spécial dans les jardins. Ce serait bien d'aller y cueillir quelque chose. Très bien. Je m'efforcerai d'y aller personnellement. Mais je n'ai pas terminé avec vous. Oui. Pour le repas de ce soir, je vais vous parler de la chambre forte plutôt. Oui. De la chambre forte, de la chambre froide. Elle semble ne pas fonctionner et le thermomètre y est brisé. Je crois que la meilleure façon de savoir si de la chair sera conservée, c'est d'y mettre un être de chair. Choisissez quelqu'un dans la maison et faites-en un thermomètre vivant. Voyez jusqu'à quel point il est prêt à tolérer une petite visite dans la chambre froide. Très bien. Je m'exécute à l'instant, Lady Blackwood. Choisissez parcimonieusement, Margaret. Oui. Votre décision en dira beaucoup sur votre loyauté à la maison Blackwood. Tout à fait. Elle va se lever en apportant la tasse, qui fut un franc succès. Yeah. Et elle va quitter la salle à manger. À ce moment, exactement alors qu'Eleanor quitte la salle à manger, laissant Margaret plus loin, Cornelius revient. Bilomen, est-ce que tu suis Cornelius à l'intérieur ou tu restes dans le garage ou à l'extérieur? Ben, est-ce que tu dirais que c'est toléré, étant donné que ma fonction, c'est d'être prêt pour le véhicule, que je passe du temps à l'intérieur des murs de la maison? Tu peux passer du temps à l'intérieur lorsque tu n'es pas justement sollicité à utiliser la voiture. OK. Ben oui, je vais rentrer à la maison. Probablement que je vais essayer d'aller dans les appartements des domestiques ou à la cuisine me chercher juste un snack pour la journée. Puis, dès que possible, je vais mettre en application mes tâches. Là. J'ai quelque chose de très spécifique à aller chercher en bas. Je sais ce que je vais faire. OK. Excellent. Au moment où Cornelius entre dans la maison, automatiquement, dans le hall, il va aller à la rencontre d'Eleanor. Archibald, je tenais pour acquis probablement que tu regagnes aussi le hall. Donc, Margaret, tout ça, vous voyez un petit peu ce qui se passe dans le hall. Et Eleanor se précipite sur Cornelius, là, vraiment comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et c'est limite un peu gênant à quel point elle est expressive dans son non-verbal, puis qu'elle
c'est limite le tripote là, dans le hall. Et vous voyez que le maître des lieux semble quand même un peu mal à l'aise, la repousse légèrement. Tu sais, il l'embrasse, il lui souhaite un bon matin, mais elle est très entreprenante. Et il y a clairement un malaise là, qui s'installe parmi les gens qui voient, mais aussi entre les deux membres du couple. Et Cornelius, pour s'en sauver, se tourne vers toi, Archibald, et tout de suite te dit Archibald, j'ai à vous parler. Gagnons mon bureau. Mais là, toi, tu sais que Agnès, Ambrose et Meredith sont dans le bureau. OK. Je vais lui dire, dans ce cas-là, je fais tout de suite, M. Blackwood, seulement pour que vous sachiez que Agnès, Meredith et sont dans le bureau également. Est-ce que vous souhaitez que je les fasse quitter vers une autre salle adjacente? Allons plutôt dans le fumoir. Un bon cigare ne sera pas trop avant le déjeuner. Absolument, monsieur. Un bon cigare avant le déjeuner. Rien de mieux que de la fumée avant de goûter un bon verre de jus d'orange. Si je puis vous demander, Monsieur Blackwood, désirez-vous votre café dans le fumoir, effectivement? Oui, mais cognez avant d'entrer, Margaret. Très bien. Et il va prendre les devants. Et Archibald, tu vas pouvoir le suivre. Et vous allez gagner le fumoir que je vais décrire de façon peu exhaustive, puisque j'ai vraiment l'impression de décrire pièce après pièce de façon un peu intense. Donc, c'est là, en fait, qu'après les soupers accueillant des hommes importants, ces derniers vont se retirer pour partager un bon verre de brandy et un cigare. La pièce est assez petite en soi et on y retrouve uniquement 4 fauteuils, un mini-bar ainsi qu'une table de billard. Et comme vous le savez tous, en fait, le maître de la maison Cornelius a récemment commencé à se mêler de politique, se sentant finalement plus qualifié que bien d'autres pour peser dans les affaires internationales. Donc, c'est arrivé à quelques reprises dans le dernier mois qu'il y a eu des réunions tardives avec des dignitaires étrangers qui venaient d'ailleurs dans cette pièce-là. Et ça s'est un petit peu transformé en genre de QG, cet endroit-là, au cours des dernières semaines. Vous savez aussi, peut-être pas Margaret, peut-être plus Bierman et Archibald, mais tu peux quand même garder tes écouteurs, c'est pas trop compromettant, qu'il y a eu des travaux effectués dans le fumoir au cours des dernières semaines. Il y a des hommes de la construction qui sont venus ajouter quelque chose dans cette pièce. Est-ce qu'on sait c'est quoi? Non. OK. Et à moins que tu essayes de faire un jet de scanner la pièce lorsque tu entres, tu ne remarques rien. Mais je vais le faire parce que aussi bien se lancer dans le plaisir de lancer des dés. On roule des dés, on roule des dés. Donc, vous entrez dans la pièce, il s'installe confortablement dans un fauteuil. Il ne t'invite pas à t'asseoir. Non, je reste debout. Hey, mon Dieu, je suis malade. Il attend que tu lui serves un cigare et pendant que tu t'affaires à ça, tu peux effectivement faire un jet de est-ce que tout est à sa place. Tu roules et tu ajoutes étiquette. Parfait. Je pense que ça me donne un maigre... Ah non, étiquette, c'est ma bonne stat. Ah, ben quand même. Ça monte à 7. 7, donc c'est un succès partiel. Donc, tu peux poser une question parmi les suivantes. Vas-y. Puis là, bon, c'est sûr que je vais essayer de les traduire rapidement. Là. Il y en a quand même 6, elles sont tous en anglais. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui est déplacé dans la pièce? Quelque chose qui n'est pas à sa place? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été ajouté ou qui a été retiré de la pièce? Qui était la dernière personne qui était dans cette pièce? Est-ce qu'il est arrivé un incident dans cette pièce? Y a-t-il d'autres sorties dans cette pièce que la porte par laquelle vous êtes entré? Et est-ce que quelqu'un a récemment
quitter cette pièce. OK. C'est bizarre, mais je vais y aller avec celle qui... En fait, outre celle qu'on connaît, est-ce qu'il y a une autre manière de quitter cette pièce? Semblerait que oui. Ah ah! Pas fou le vieux sénile. OK. Puis je sais pas plus c'est Et- quoi pour autant. Probablement que la façon dont tu le remarques, tu n'avais jamais remarqué une autre façon de quitter cette pièce avant. OK? Dans le Mhm. sens où il y a une petite fenêtre, ce qui fait en sorte que la pièce est toujours emboucanée, que ça sent le cigare comme c'est pas possible, parce qu'on n'ouvre quasiment jamais pour aérer. Il y a la porte, mais aussi, et tu le remarques, le tapis, qui est habituellement très, très plat, semble cacher une protubérance qui n'était pas là auparavant. OK, cool. Merveilleux. Simplement. Je Une vois, protubérance qui n'a pas la forme d'un cadavre, d'accord? Ah, OK, c'est comme ça, ça, comme c'est dans ma un cartoon. questionnement s'il y Dans avait un genre cartoon, c'est tout une bosse il y a de un genre cadavre. une tête, un bedon puis le bout des pieds. Là. C'était ça Exact. mon questionnement. Il y a genre OK, un parfait. sarcophage en dessous du Ouais, tapis. c'est ça. Parfait. Fait que, merveilleux. Dans ce cas-là, je vais faire comme si de rien n'était, maintenant que je sais au moins que c'est là. Et je vais allumer ici un Crow 1883 de John Bros pour Monsieur Blackwood, qui est une marque de cigare plutôt réputée dans ces années. Tu lui tends. Il le prend et il va dire mon cher Archibald, vous avez été mis au courant, j'imagine, par Eleanor de la journée spéciale qui nous attend. N'est-ce Oui, pas? il semblerait que nous avons à avoir de la visite ce soir pour le souper. Un événement assez unique et particulier, je dois avouer. Et à partir de là, je m'excuse une fois de plus, Bitterman et Enlevez Margaret, vos je vais vous écouteurs, inviter gang de à tape. enlever vos écouteurs. C'est pas... Je pensais pas qu'il y en aurait autant que ça, mais c'est plus intéressant. Ouais. Donc, il va dire il y a plusieurs raisons de la visite du maire Reynolds. Notamment, et vous le savez très bien, je convoite son poste. N'importe qui ou presque pourrait faire un meilleur travail que cet imbécile. Effectivement, un être exécrable, si je peux me permettre. Mais surtout, je soupçonne cet homme d'avoir une relation extra-conjugale avec Eleanor. Je vais... pareil, OK. Je vais rester de marbre. Puis je vais lui poser, je vais dire... Et si je peux me permettre, monsieur, et vous pouvez aisément me dire que je outrepasse mes droits, et qu'est-ce qui vous laisse croire que cette vile rumeur serait fondée? Eh bien, disons que des gens ont su que je convoitais le poste en m'affirmant qu'ils avaient aperçu Eleanor en compagnie du maire Reynolds à plusieurs reprises. Je vois. Et est-ce que monsieur compte agir en ce sens, outre le fait de devoir potentiellement réussir à prendre sa place comme maire de la ville? Est-ce que vous pensez que vous devez avertir votre épouse de vos soupçons? Pour l'instant, j'aimerais que vous vous fassiez discret et que vous tentiez de trouver des informations révélant la vérité au grand jour. Il me fera plaisir, monsieur, de vous accompagner dans cette tâche qui, selon moi, est des plus prestigieuses, puisqu'elle en va de votre réputation, monsieur Blackwood. Mais ne vous méprenez pas, Archibald. Je suis fou amoureux d'Eleanor. Et après le repas de ce soir, j'aimerais pouvoir lui donner toute l'attention qu'elle demande depuis quelque temps. Oui, je comprends, monsieur. Comme le proverbe le dit, de votre ami dites du bien, et de votre ennemi ne dites rien. Ainsi, il vaut mieux tenter de mettre sous le tapis, dis-je en regardant comme l'espèce de boss dans la salle, mettre sous le tapis ce qui pourrait rester de votre adversaire politique, qui n'est que, selon moi, qu'un médiocre homme.
J'aurais pu demander à Bitterman cette tâche, puisqu'elle implique d'aller dans la cour et qu'il s'agit du domaine de prédilection de l'homme. Mais voyez-vous, il est plutôt lent quand il s'agit de se déplacer. Et j'ai besoin de quelqu'un d'un peu plus solide. Je voudrais que vous alliez récupérer les pétales les plus fraîches et les plus belles des fleurs du jardin, et qu'en fin de soirée, alors que les convives prendront leur dernière bouchée, vous dessiniez un chemin doux vers la chambre de mon Eleanor. OK. Tabarnak. C'est que c'est bon. Rien ne me fera plus plaisir, monsieur, que d'accomplir cette tâche qui, selon moi, équivaut, lorsque je ferai cette action, à 1/100 de l'amour que vous portez pour votre femme. Vous êtes un homme d'honneur, Archibald, mais ce n'est pas tout. Vous savez, peut-être mieux que tous les membres du personnel ici, qu'Agnès, Ambrose et Meredith sont des membres perturbateurs de notre famille qu'ils doivent être constamment surveillés et contrôlés. Plus particulièrement lorsque des invités d'honneur, et tu vois qu'il dit ça avec quand même du mépris là, dans sa voix, font leur entrée dans le manoir. Cette tâche vous incombe, Archibald. Faites en sorte que personne ne remarque les troubles bizarres de mes enfants et de la mère de ma femme. Il en va de notre réputation, Archibald. Absolument, monsieur. Absolument, monsieur. Il me fera plaisir de mettre en action les différentes possibilités qui s'offriront à moi afin de statuer à un confort des plus plausibles pour le reste de la maisonnée, de vous et des invités. Sachez que si vous répondez à toutes ces demandes et que la soirée se termine dans les festivités, à savoir un poste pour moi, une femme comblée et possiblement un nouveau Blackwood à venir, une grande récompense vous attend, Archibald. La plus grande récompense que je peux avoir en ce moment est tout simplement de vous servir, monsieur, mais tout ce que vous m'offrez, je le prendrai avec grand plaisir. Vous pouvez disposer. Monsieur. Puis je vais comme faire une espèce de volte-face comme super rapide, là, ploup, puis m'en aller de ce pas.